Voilà, merci Anne, merci aux organisateurs, merci aux amis du RBDH d'avoir eu la bonne idée d'organiser ce colloque et d'avoir eu la bonté de m'inviter à y prendre la parole. Alors, je suis un peu le juriste de service, donc je vais vous parler en droit sur l'instrument juridique fondateur de la lutte contre l'abus abusif à Bruxelles, qui est l'ordonnance du 28 octobre 2021. Et donc, je laisserai aux experts qui vont me suivre le soin de décortiquer la grille, ses avantages, ses inconvénients, etc. Moi, je vais plutôt me baser sur l'outil de type législatif. Alors, le plan de mon exposé, d'abord, on va contextualiser la question. Ensuite, on va parler du premier volet de l'ordonnance, qui est la commission paritaire locative. Ensuite, le second volet, la lutte contre les loyers abusifs. Troisième volet de l'ordonnance, il est consacré au loyer de référence qui doit être mentionné dans le contrat de bail désormais. Et on terminera par quelques mots sur l'entrée en vigueur de cette ordonnance. Alors, quelques mots de contexte. L'ordonnance du 28 octobre 2021 est-elle une révolution ou une simple évolution? Alors, d'un côté, on peut dire qu'il s'agit d'une vraie révolution. C'est la première fois en Belgique, quelle que soit la région du pays, qu'on a un outil aussi ambitieux, voire radical, qui, Anne l'a dit, fait interdiction aux bailleurs de proposer un loyer abusif. Donc ça, c'est tout à fait neuf. Mais il y avait quand même des prémices qui annonçaient ce texte. On avait des résolutions parlementaires, on avait dans l'article 3 du Code du logement l'insertion du principe du loyer abordable financièrement. On avait déjà des expériences pilotes en matière de commission paritaire locative, on avait des accords de gouvernement qui annonçaient quand même la couleur, et donc peut-être qu'on a plus une évolution dans un continuum qu'une vraie révolution. Voilà, à la limite, la question n'est pas très intéressante. Ce qui est sûr, c'est que malgré tout, ce texte assez ambitieux est une œuvre inachevée puisque l'essentiel du dispositif est encore suspendu. L'entrée en vigueur est un petit peu dans les limbes et donc c'est surtout là-dessus qu'il faut concentrer nos énergies. Ce qui est sûr, c'est que il était tout à fait bienvenu aux législateurs bruxellois de prendre une mesure en matière de loyer à Bruxelles, puisque cette région connaît une triple particularité. Les loyers sont particulièrement élevés, Anne l'a dit. Par ailleurs, et dans le même temps, les revenus, eux, sont les plus bas de la Belgique, en région bruxelloise. Troisième particularité, la hauteur des allocations sociales n'est pas plus élevée en région bruxelloise par rapport aux autres régions du pays, alors même que les loyers sont plus élevés et que les revenus sont plus faibles. Et quatrième particularité, contrairement aux autres régions, on a une majorité de locataires à Bruxelles, vous le savez. Donc tout ça concourrait à motiver le législateur à prendre une mesure chez nous. Premier volet, je l'ai dit, la commission paritaire locative. Quelle est sa mission? Sa mission, c'est de rendre des avis, je cite, sur la justesse du loyer pour tout bail d'habitation. La justesse du loyer, entendez l'écart entre le loyer contractuellement fixé et la grille, le loyer de référence fixé par cette grille. Alors, on parle bien de bail d'habitation, ce qui signifie que la commission ne peut pas être saisie à titre préventif. Il faut déjà avoir signé un bail pour pouvoir alors entreprendre cette commission. Quels sont les baux soustraits à la juridiction de la commission? D'abord, ceux qui ont été conclus par un opérateur immobilier public ou une agence immobilière sociale. La raison, en tout cas présumée, c'est que ces baux-là, ces loyers-là, font déjà l'objet d'un encadrement. Alors, c'est clair pour les loyers AIS, puisque vous connaissez le barème, la grille barémique existe déjà, mais ça couvre aussi tout opérateur immobilier public au sein desquels, malgré tout, j'identifie la commune et le CPS qui, parfois, proposent leurs biens à des loyers qui ne sont pas nécessairement sociaux, même si on a une mesure générale aujourd'hui qui veut socialiser les loyers de ces opérateurs-là, mais il n'empêche, on a parfois des loyers communaux et des loyers de CPS qui sont offerts à des tarifs qui ne sont pas nécessairement sociaux. Donc voilà, on peut s'interroger sur cette exemption générale-là. Et deuxième bail, type de bail soustrait à la juridiction de la commission, ce sont
ceux dont le loyer, là, explicitement, font l'objet d'un encadrement par une ordonnance ou un arrêté, et on vise essentiellement là les logements produits par les contrats de quartier, contrats de rénovation urbaine. Qui peut saisir la commission? Toute personne intéressée, dit le texte de loi, ce qui signifie à la fois les parties au contrat de bail, bailleurs locataires, mais aussi toute association. Et donc, on a une saisine très large, surtout que, contrairement par exemple à la thématique des logements inoccupés, on n'a pas subordonné ici l'action d'une association à l'obtention préalable d'un agrément. Donc, l'agrément n'est pas prévu et donc on a a priori une saisine assez large. Et c'est sans doute pour contrebalancer cette saisine large que le texte instaure un filtre de recevabilité, puisque la commission, l'unanimité, peut écarter toute demande manifestement infondée ou déraisonnable, sur base d'un examen sommaire. Alors, quel est le critère qui va permettre à la commission de décréter ce critère manifestement infondé ou déraisonnable? Ben, ce n'est pas la personnalité du demandeur en quelque sorte, ce n'est pas le sérieux de la demande, non. On dit que c'est au regard notamment des éléments de confort du bien, sous-entendu, si le bien jouit d'un confort tout à fait intéressant, si c'est un logement de standing et tout, alors on ne va pas déranger la commission, puisque la commission doit d'abord travailler sur des loyers accessible aux personnes précarisées. L'idée, c'est que les personnes précarisées puissent bénéficier d'un logement abordable financièrement. Et donc, les logements de standing, hop, on les met de côté. En tout cas, c'est un petit peu l'esprit du texte de loi. Deuxième acteur susceptible de saisir la commission, c'est le juge. Le juge, lorsqu'il instruit une demande de révision du loyer, et on verra dans un instant de quoi il s'agit. Quelles sont les hypothèses d'intervention de la commission qui n'intervient pas dans n'importe quel contexte? D'abord, je l'ai dit, dans le cadre d'une demande de révision du loyer, c'est tout à fait neuf, on verra ça juste dans un instant. Mais la commission peut aussi intervenir dans deux procédures existantes, sans trop rentrer dans les détails. C'est la révision triennale du bail de 9 ans. Vous savez, un bail de 9 ans peut voir son loyer être modifié en cours de bail tous les 3 ans en raison de travaux faits par le bailleur ou de l'apparition de circonstances nouvelles. Et donc là, le loyer peut être révisé. Hop, la commission peut intervenir dans ce cadre-là. Il y a un autre mécanisme qui, malheureusement, est dépourvu de toute effectivité, qui est le lissage du loyer pour les baux successifs de courte durée. Si le bailleur conclut une succession de baux de courte durée auxquels il met fin, eh bien, le loyer doit rester identique hors indexation tout au long des différents contrats de courte durée, mais une exemption est prévue, on peut échapper à ce lissage si justement, toujours, on montre qu'il y a eu des travaux dans le bien ou en raison de l'apparition de circonstances nouvelles, par exemple un métro qui valorise le quartier, une école, un parc, etc. Eh bien, là aussi, la commission peut intervenir en cas de demande d'exemption de ce lissage. Quatrième hypothèse d'intervention, elle est tout à fait neuve et elle est réservée aux bailleurs, c'est lorsque c'est peut-être une compensation à l'instauration de cette idée de régulation des loyers, c'est que le bailleur, lorsqu'il est dans un contrat de 9 ans, le bailleur, après 3 ans, s'il se rend compte que son loyer est inférieur de 30% au loyer de référence, alors là, le bailleur peut à son tour saisir la commission. Puis, si cette commission déclare, après examen, que le loyer n'est pas juste eu égard à la grille, eh bien, la commission ne s'en tient pas à ce constat, elle va de manière constructive émettre, je cite, une proposition de loyer révisée et dans la foulée, la commission va ouvrir un moment de conciliation avec les parties. C'est une conciliation qui n'est pas globale sur tous les aspects de la relation locative, qui est limitée au montant du loyer. Et le texte ne prévoit pas une clause expresse de confidentialité pour cette conciliation, ce qui peut peut-être constituer un handicap, puisqu'on sait que la conciliation ne marche que si les parties ont l'assurance que leurs éventuelles informations qu'elles vont donner dans ce cadre-là, un petit peu confidentiel, l'assurance que ces informations ne pourront pas servir après en justice. Ici, une clause expresse n'est pas prévue, ce qui n'empêche pas qu'on puisse éventuellement l'aménager au sein de la commission. Alors, si la conciliation aboutit,
Donc, si le bailleur et le locataire se mettent d'accord au sein de la commission, eh bien, le loyer révisé va se substituer au loyer qui a été convenu par les parties. Alors, dans cette conciliation, est-ce que la commission dispose d'un pouvoir de contrainte et dire maintenant, c'est fini, il faut se mettre d'accord, voilà, je tranche et mon avis va lier les parties et le juge? Absolument pas. La commission rend des avis et pour bien appuyer sur le propos, le texte dit que ces avis sont non contraignants, sans craindre la redondance sans doute, mais en tout cas pour être parfaitement explicite. Malgré tout, les avis doivent être motivés, toujours motivés, et c'est important de le dire. Sur le plan organisationnel, quelques traits tout à fait remarquables de cette commission. La commission, elle est donc paritaire, ça vous le savez, elle est composée à parts égales de représentants de bailleurs et de locataires, et elle délibère de façon collégiale. Mais quand je dis qu'elle est composée à parts égales de représentants de bailleurs et de locataires, on peut se demander si ce type de composition est vraiment propice au compromis. Autant l'expérience montre que les parties elles-mêmes, bailleurs et locataires, peuvent s'entendre et la conciliation, la médiation prospère particulièrement en matière locative, autant on peut se demander si cette prédisposition au compromis existe également dans le chef des associations. Les associations sont peut-être davantage sur une ligne idéologique, elles ont un objet social à défendre. Je ne suis pas sûr que les associations, et je le dis toute franchise ici, qu'elles soient des associations de propriétaires ou de locataires, je ne suis pas sûr que cette aptitude au compromis se retrouve avec la même intensité dans le chef des associations. Et en tout cas, on en connaît certaines des associations qui ont déjà annoncé qu'elles ne participeraient pas à la commission. Là, ce n'est même pas une aptitude au compromis, c'est la politique de la chaise vide qui est déjà annoncée. Cette association, vous la connaissez, c'est le syndicat national des propriétaires et copropriétaires, qui qualifie la commission, je cite, de soviet locatif, avant même qu'elle existe. Et donc, on peut se demander, est-ce que ce boycott va paralyser la commission? Petit 1, le texte de loi ne réserve pas le monopole de la présence à la commission au SNPC, non, le texte ne cite personne, et par ailleurs, le texte ne fixe pas de quorum, là c'est un petit peu du juridisme un petit peu tatillon, mais il n'y a pas de quorum de présence pour le fonctionnement de la participation de la commission. Alors, les avis de la commission doivent être publiés sur le site internet, donc il y a une publicité qui va être conférée, ce qui peut-être va faire naître un début de jurisprudence. L'idée, c'est, à côté de régler les problèmes ponctuels, de faire naître cette jurisprudence en matière de justesse du loyer. Last but not least, la commission est gratuite. Deuxième volet, la lutte contre les loyers abusifs. Le principe, il est maintenant coulé dans le marbre, le bailleur est tenu de ne pas proposer un loyer abusif. Ce n'est pas qu'une déclaration rhétorique, puisque le manquement à cette obligation ouvre au profit du preneur le droit de solliciter une révision du loyer. Quelles sont les hypothèses de loyer abusif? Ça veut dire quoi, un loyer abusif? D'abord, c'est le loyer qui excède de 20% le loyer de référence, c'est-à-dire tel qu'issu de la grille, sauf en présence d'éléments de confort substantiels intrinsèques au logement ou à l'environnement. Alors, on peut en déduire une triple souplesse. D'abord, triple souplesse, c'est-à-dire le loyer abusif n'est pas si strict, contrairement à ce que certains disent. D'abord, on arrime le loyer abusif au loyer de référence, lequel est lui-même assujetti aux valeurs du marché, les valeurs moyennes du marché. Et donc, on n'a pas comme étalon un loyer qui serait conçu en chambre, un loyer un peu arbitraire. Non, ce sont les valeurs moyennes du marché. Et donc, on se cale sur l'évolution normale sans imposer de manière peut-être un petit peu discrétionnaire un loyer donné. Et par ailleurs, ce sont les valeurs actuelles. On pourrait dire, oui, mais ça fait longtemps que le loyer flambe. Il faut revenir à l'époque peut-être bénie où les loyers étaient modérés. Non, le législateur n'a pas fait ce choix-là, donc c'est assez souple. Par ailleurs, le loyer peut excéder de 20%, de 19,99% le loyer de référence sans être alors prohibé. Donc, en d'autres termes, seul le dépassement significatif est condamné. Et par ailleurs, on dit bien que
même si le loyer excède de 20%, mais que le logement contient des éléments de confort substantiels, etc., alors ce loyer ne sera pas considéré comme abusif. Donc, le logement de standing est préservé, il n'est pas soumis au loyer abusif. Et élément intéressant, c'est que les éléments de confort peuvent toucher à la fois au logement et à l'environnement. Donc, la présence d'un parc, d'une école, d'une crèche, etc. Tout ça fait partie de l'appréciation globale qu'il faut porter au logement. Deuxième hypothèse de loyer abusif, c'est le loyer qui est associé à un logement qui, lui, à contrario, accuse des défauts de qualité substantielle intrinsèques au logement ou à son environnement. Et là, on peut en tirer une double rigueur. La première, c'est qu'on l'a compris, le loyer bas, qui n'excède pas de 20% le loyer de référence, ce loyer bas, n'est pas immunisé. Il peut être considéré comme abusif malgré qu'il soit peu cher, si dans le même temps le logement est en mauvais état. L'idée générale, sans doute, qui est visée par le législateur, c'est qu'un logement qui accuse de tels défauts présente un déficit de qualité tel qu'il n'est pas permis d'en tirer un quelconque eurocentime. On est sans doute en contravention avec les règles sur la salubrité, eh bien, ce logement n'aurait pas pu être mis en location juridiquement parlant, et donc il n'y a pas de raison qu'on puisse en tirer un dividende. Deuxième rigueur, c'est que, et ce n'est pas hyper clair dans le texte de loi, mais les travaux préparatoires sont plus explicites, on parle de défauts de qualité substantielle, etc. Ça ne recouvre pas l'arrêté du 4 septembre 2003 afférent aux normes de salubrité, de sécurité et d'équipement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un logement peut être salubre sensu stricto, mais malheureusement accusé des défauts de qualité substantielle, etc., qui fait que ce loyer-là alors pourrait être considéré comme abusif. Et donc, il y a là une espèce de seconde catégorie de normes qui coexisterait à côté des normes de salubrité. En tout cas, moi, c'est l'interprétation que j'en fais. Et donc, il peut en être une certaine insécurité juridique, puisque, à part cette définition-là un petit peu générique et les quelques explications des travaux préparatoires, on ne sait pas exactement ce que contient cette liste des défauts de qualité substantielle. Et l'insécurité juridique, elle s'exerce peut-être lorsque l'on s'avise que ces défauts peuvent toucher aussi à l'environnement. Et là, on a encore moins de listes exhaustives qui pourraient donner aux bailleurs et aux locataires cette espèce de prévisibilité de cette sécurité juridique qui est capitale en droit. Alors, quelle procédure peut déployer le locataire qui juge son loyer abusif? Il peut tout d'abord réclamer la révision du loyer à un juge, lequel juge, pour se faire une idée, vous le savez, il peut éventuellement faire une visite, une descente sur les lieux, mais il peut aussi, et c'est le droit qu'on lui ouvre, il peut solliciter la commission paritaire locative qui, le cas échéant, a déjà été sollicité par le locataire. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit d'une part que l'avis de la commission est non contraignant, mais cet avis peut servir de base experte au juge qui, lui, va rendre une décision contraignante. Et donc, l'avis est non contraignant, mais il peut quand même recevoir une force juridique plus étoffée dans le cadre d'une procédure judiciaire de révision. Alors, à côté de la saisine du juge, le locataire peut aussi plutôt privilégier la concertation et aller frapper à la porte de la commission paritaire locative. En cas d'échec de la conciliation, il lui est toujours loisible de se rabattre en quelque sorte sur le monde judiciaire et de saisir un juge. Mais on peut alors s'interroger sur l'attractivité qui reste à la commission. Anne l'a dit d'emblée, la commission, du fait de son caractère non contraignant, va peut-être susciter une certaine perplexité dans le chef des locataires éventuellement intéressés. À quoi bon saisir la commission de toute façon si elle ne sert à rien, si elle ne peut pas imposer? Mais là, ce qui est sûr, c'est qu'on peut aussi en parallèle saisir un juge qui lui imposera sa décision. Et donc, moi j'attends de voir quelle est encore la capacité d'attraction de cette commission, mais j'espère me tromper parce que je crois dans la vertu de la conciliation.
comment déterminer ce loyer révisé? Admettons que le juge ou la commission considère qu'il y a un écart, que le loyer n'est pas juste, etc. Bien là, le texte ne le dit pas. Comment concrètement le juge, qui n'est pas statisticien, qui ne connaît sans doute pas fort la grille, comment peut-il imposer un loyer révisé? Silence du texte. Peut-être, et c'est la solution qu'on peut éventuellement privilégier, c'est de dire que le juge statue en équité. Pourquoi? Parce que dans le cadre de la révision triennale du bail de 9 ans, en cas de travaux ou de circonstances nouvelles, là, on dit, alors c'est un petit peu se laver les mains, un statut en équité, ça veut tout dire et rien dire. Ça veut dire au juge, trek d'aplan, hein, débrouille-toi. Mais donc, pourquoi pas aussi lui donner ce même pouvoir au juge de statuer en équité. Alors, quand faut-il introduire ou peut-on introduire une demande de révision? Le principe général institué par l'ordonnance, c'est qu'il faut un délai d'attente. Le locataire n'est pas fondé à saisir directement le juge. La raison invoquée par le législateur, c'est qu'il faut limiter l'entorse faite par l'ordonnance au principe de la convention loi. La convention loi veut que le contrat, la convention signée par les parties, forme la loi de celle-ci. C'est un principe angulaire en droit. Et c'est clair qu'il y a là quelques contradictions. Le locataire, boum, il signe pour tel loyer et hop, dans la foulée, il saisit un juge pour dire « mais je ne suis pas d'accord avec le loyer ». Et donc, il pourrait y avoir entorse au principe de la convention loi. Et donc, le législateur dit ben, il faut garantir la proportionnalité de la mesure, mais c'est une mesure qui peut interroger, ce délai d'attente peut interroger. Si le loyer dès le départ n'est pas conforme, pourquoi faut-il nécessairement instaurer ce délai d'attente? Dans d'autres pays, on n'a pas du tout ménagé un tel délai d'attente. En matière de salubrité, là aussi, le bailleur et le locataire se mettent d'accord, le locataire signe, parfois même c'est une clause illégale, il dit dans l'état bien connu et accepté par le locataire. Donc là aussi, OK, il y aurait principe entorse au principe de la convention loi, mais pour la salubrité, là, il n'y a aucun délai d'attente, on peut saisir la DIR ou le juge immédiatement. Alors, petite casuistique, si le bail est d'1 an à 3 ans, le délai d'attente est de 2 mois. On peut dire, mais quid alors du bail de moins d'1 an? Ce n'est pas prévu par le législateur. Dans la rigueur du texte, s'il n'y a pas alors de restriction, s'il n'y a pas d'indication de délai d'attente, alors selon moi, on peut saisir le juge immédiatement. Si par contre le bail est de 9 ans, alors le délai d'attente est de 3 mois. Et là, on peut se demander, mais quid du bail de plus de 9 ans, bail de très longue durée ou bail à vie? Ben là, rien n'est prévu par le texte. Peut-être que alors il faut aller emprunter le régime au bail de 9 ans. Une exception au délai d'attente est aménagée lorsque le bailleur a déjà été contraint de réviser un loyer abusif pour le même bien. Le bailleur, en quelque sorte, est en état de récidive. Alors là, plus de délai d'attente, on peut introduire la demande à tout moment du contrat de bail. Problème, comment le locataire pourrait-il avoir accès à cette information relative à une révision préalable? Il n'y a pas encore de grand registre centralisé, il n'y a pas de cadastre en la matière. Et suggestion, alors peut-être faudrait-il faire figurer les loyers dans tous les contrats suivants, il faudrait faire figurer le loyer du contrat précédent, comme cela se fait dans certains pays. Le loyer révisé, le cas échéant par le juge, s'applique-t-il de manière rétroactive? On pourrait se dire, oui, peut-être, puisque le loyer dès le départ n'était pas conforme, n'était pas juste. Que dit le texte, c'est que le loyer révisé peut produire ses effets au plus tôt 4 mois avant la date de dépôt de l'acte introductif d'instance. C'est-à-dire que la rétroactivité est limitée à 4 mois et donc elle ne remonte pas à la date de conclusion du bail. Alors, je le répète, que ce montant non juste, ce loyer non juste, était non juste depuis cette date, c'est-à-dire la conclusion du bail. Alors, la raison du législateur, c'est qu'il faut assurer la juste proportion des mesures. J'imagine que le législateur marche sur des œufs, se dit attention, on va risquer une action du syndicat des propriétaires devant la Cour constitutionnelle, il faut rester mesuré, modéré, etc. Tout ça, je peux l'entendre, mais ça peut interroger cette justification parce que 4 mois, il faut encore justifier ce délai. Pourquoi 4, pas 2, pas 6?
l'appréciation par la Cour, paradoxalement, elle est très casuistique. Et donc, là, je crois que la Cour pourra dire c'est discrétionnaire, etc. Et ce qui est sûr, c'est qu'on peut s'interroger en droit sur la cohérence avec ce dispositif, cohérence avec le principe de la nullité. Quand un bail n'est pas conforme aux éléments constitutifs, eh bien, les juges disent ce bail, dès le départ, n'était pas conforme, ce bail n'aurait pas pu être signé, ce bail est nul, et cette nullité, elle est rétroactive. Il faut, comme on dit, restituer les prestations réciproques, faire comme si le bail n'avait jamais été signé, et donc ici, on n'est pas dans le même principe. Alors, exception à la rétroactivité limitée à 4 mois, c'est lorsque le bailleur, même chose, a déjà été condamné. Là, la rétroactivité, elle est totale puisque le loyer révisé produit ses effets à compter du premier mois du contrat de bail. Peut-être qu'un juge pourrait y voir une discrimination avec les autres locataires dont le bailleur n'a pas été condamné. Et il faut faire attention parce que le législateur en 2017 a institué une mesure anti-marchand de sommeil. La sanction pour les marchands de sommeil était plus forte si le bailleur était déjà en état de récidive. Et la Cour constitutionnelle, pour des raisons desquelles je n'entre pas ici, a considéré que c'était une mesure discriminatoire. Et hop, dans un arrêt de 2020, la Cour constitutionnelle a annulé cette sévérité accrue pour les marchands de sommeil déjà condamnés. Et donc, il faut ici prendre garde. Pour terminer et aller beaucoup plus vite, dernier volet de l'ordonnance, c'est le loyer de référence dans le contrat de bail. C'est-à-dire, dans le contrat de bail, il faut maintenant, de manière expresse, faire figurer le loyer de référence. Quelle est l'utilité? L'utilité présumée, c'est la transparence et c'est aussi, par-delà, doter le locataire de leviers de négociation face à son bailleur. Mais désolé, il faut faire un petit peu preuve de retenue, monsieur le bailleur, etc. Mais si c'est ça l'utilité, est-ce que cette mention n'est pas tardive? Elle devrait peut-être apparaître avant. Une fois que le bail est signé, c'est trop tard. Alors évidemment, on peut toujours demander une révision du loyer, mais je le répète, il y a un délai d'attente. Mais plus fondamentalement, il faudrait se demander s'il ne faudrait pas faire figurer cette information dans ce qu'on appelle les informations précontractuelles, par exemple la PEB, la hauteur des charges, etc. Peut-être que ce serait plus profitable si on veut renforcer cette capacité de négociation du locataire. Autre interrogation, c'est la sanction attachée à cette information. Aucune sanction de spécifique n'est prévue et donc, à défaut de mieux, moi je crois qu'on peut alors, il faudrait dire que, puisque c'est la sanction générale attachée à l'article du Code du logement, c'est la sanction attachée au bail verbal. Quand un bail est conclu oralement, le locataire peut saisir un juge aux fins de faire transcrire par ce dernier le contenu du bail oral. Ça, c'est la règle. OK, ça pourrait être un expédient, mais l'expédient, il est vraiment, pour moi, inadapté. Inadapté parce que ce n'est pas ça que demande le locataire. Il doit déjà saisir une commission ou alors le juge de la révision de loyer, plus aller faire transcrire le bail. Tout ça est inadapté à mon sens, ce n'est pas assez rapide. De toute façon, cette transcription judiciaire, elle est tout à fait ineffective. Elle n'a quasi jamais été mise en œuvre dans le cadre général du bail. Donc, il faut l'oublier. En 30 secondes, l'entrée en vigueur, c'est là où l'œuvre est inachevée, je l'ai dit. L'ordonnance est entrée en vigueur le 2 décembre 2021. Elle s'applique à tous les baux, y compris ceux qui sont déjà signés au jour de l'entrée en vigueur. Mais grosse exception, l'article qui interdit aux bailleurs de proposer un loyer abusif, hop, il n'est pas encore en vigueur, pas davantage que tout le processus de révision du loyer. Quand cela va-t-il rentrer en vigueur? Quand le gouvernement le décidera. L'a-t-il déjà décidé? Non, sans doute que le gouvernement veut se donner le temps d'un petit peu perfectionner cette grille, et on sait que la grille est en train d'être revue, mais il n'empêche, pendant ce temps-là, le texte reste un petit peu dans les limbes et on ne peut pas exclure un risque d'encommissionnement prolongé. La législature tire doucement à sa fin. Il faudrait vraiment faire advenir ce texte maintenant, mais on oublie trop souvent que tout le reste de l'ordonnance est en vigueur. La commission paritaire, elle est déjà en vigueur au vu du texte. Où est-ce qu'elle est? Je ne sais pas. Où siège-t-elle? Qui la compose? Si vous avez l'adresse, communiquez qu'à moi. Le texte parle d'une évaluation annuelle. La commission doit faire l'objet d'une évaluation annuelle. Où reste la première évaluation annuelle de la commission? Le loyer abusif, la définition, l'excès de 20%, etc., ça aussi, c'est en vigueur. Peut-être que ça pourrait
offrir le soutènement à d'autres actions en justice, comme faire la décision du juge de paix de Saint-Gilles de 2019. Et l'indication de loyer de référence dans le bail, c'est aussi déjà en vigueur. Et donc, j'attends la première évaluation de cette mesure avec impatience. Je vous remercie pour votre attention.